Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, dans Pour parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Moriou. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour Julien, super et toi? Écoute, super bien, je suis ravi de t'avoir dans ce podcast. On va parler d'un sujet qu'on retrouve régulièrement dans les parcours de formation qui est cette partie du feedback. C'est un sujet qui est extrêmement important, mais alors tu me donneras ton retour, mais qui est généralement peu abordé. Avant qu'on rentre en détail là-dessus, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Oui, alors donc je m'appelle Stéphane Moriou, aujourd'hui je suis conférencier et auteur. Avant ça, j'ai une vie d'entrepreneur, de consultant, de chercheur, et j'ai consacré 20 années de ma vie au feedback. C'est 20 années de recherche et d'expérience pratique sur le sujet. Je les ai mises dans un livre qui vient de sortir. Ouais, effectivement, on peut donner le Ouais, titre? ça s'appelle Feedback, le pouvoir de conversation. Feedback, le pouvoir des conversations. C'est édité chez Duno. Ça a une jolie 4e de couverture. C'est sponsorisé par Edgar Morin, qui est ma caution scientifique. J'ai Xavier Niel sur la caution entrepreneuriale. Voilà, donc on a essayé de synthétiser vraiment une première théorie pratique du feedback. Génial. Bon, on va y revenir. C'est passionnant. Comment est-ce qu'on... Parce que toi, tu as un parcours, tu es un pur produit de l'entreprise, si on peut dire ça comme ça, Stéphane. Comment est-ce qu'on arrive sur le feedback? Comment se fait cette prise de conscience? Parce que c'est pas très... on va retrouver beaucoup ça chez les militaires, notamment. Peu dans le monde de l'entreprise, malheureusement. Comment est-ce que toi, qu'est-ce qui t'amène à arriver sur ce parcours du feedback? Bon, alors déjà qu'on soit clair, quand j'étais petit, je me disais pas un jour tu deviendras monsieur feedback. C'est pas du tout un rêve d'enfant. C'est vraiment... Ça aurait pu Ça aurait pu, mais ça l'est vraiment pas. Je crois que même adolescent, je savais même pas ce qu'était ce mot. Je suis pas bien sûr que je le connaissais en tant que mot de communication ou de management. Je crois que je l'ai appris plus tard. Non, c'est vraiment le hasard de la vie qui a fait que d'abord j'ai eu la chance de travailler aux États-Unis au contact d'anglo-saxons, donc j'ai appris une forme de feedback. Ouais. Ensuite, mon métier à moi au départ, c'est d'évaluer les gens dans le contexte de recrutement ou de promotion interne. Quand on évalue les gens, on donne beaucoup de feedback. Donc, j'ai donné des feedbacks, des milliers de feedbacks dans ma vie. Mais à l'époque où je faisais ce métier-là, je ne me rendais pas compte en fait que j'avais un savoir-faire un peu particulier sur un domaine très précis, mais je me rendais pas compte de ce savoir-faire-là. Et c'est un peu plus tard, au milieu des années 2010, où je me suis rendu compte qu'en fait, ce thème-là du feedback, il avait peut-être une valeur pour les autres et que toute cette expérience, toute cette histoire sur laquelle en plus j'avais greffé un peu de recherche, finalement, ça pouvait aider les gens. Et j'ai commencé à transmettre mes enseignements sur le feedback. Et puis depuis, petit à petit, j'ai été amené à faire que ma vie soit consacrée au feedback aujourd'hui. D'accord. Donc c'est vraiment ton activité première, même dans la partie conférence, c'est ça? C'est tout tourne autour de feedback. Aujourd'hui, je me lève avec du feedback, je vis la journée avec du feedback, je me couche presque avec du feedback. Wow. Mon activité, en fait, est celle de quelqu'un qui a 3 métiers. Je suis conférencier, donc je passe une grande partie de ma vie à expliquer à des centaines, voire à des milliers de gens comment on met plus de feedback dans sa vie. J'ai une activité de consultant, de formateur, donc j'anime des ateliers, des masterclass, là plus pour travailler la compétence feedback en tant que telle. Et puis aujourd'hui, j'ai cette activité d'auteur dans laquelle je investis aussi pas mal de temps pour essayer là aussi continuer à démocratiser et à expliquer ce concept du feedback. Super. Est-ce qu'on peut, c'est un terme anglais, est-ce qu'on peut se rapprocher d'une définition en français? C'est quoi pour toi cette notion de feedback? Et dans quelle mesure c'est ce mot qu'on retrouve, le retour d'expérience ou le REX, REX, RETEX. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Est-ce que c'est encore différent?
C'est quoi du Ouais, feedback? c'est une bonne question. Alors, effectivement, déjà, c'est un mot qui n'a pas de traduction française. On dit que c'est un pérégrinisme. D'accord. C'est-à-dire un mot qui est emprunté, qui voyage d'une langue à une autre et qui n'a pas d'équivalent français. Alors, pourquoi il n'a pas d'équivalent français? Il a des mots proches, des concepts proches, mais il n'y a pas dans la langue française un mot qui dit nourrir en retour. Feed, ça veut dire nourrir, back en retour. Donc, est un feedback quelque chose qui nourrit en retour? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu m'observes, je t'observe, et sur la base de cette observation, on va pouvoir l'un et l'autre faire un commentaire, et si ce commentaire nourrit l'autre, c'est-à-dire fait grandir l'autre, eh bien ce sera un feedback. Et les mots qui sont proches sont par exemple des mots retour. Je te fais un retour. Mais dans l'idée d'un retour, il n'y a pas forcément l'idée de grandir. Tu pourrais mettre une baffe, par exemple, ça serait un retour, mais ça ne serait pas un feedback. Il y a des mots proches, tu as dit retour d'expérience, c'est effectivement un mot très très proche, hein. Il y a une certaine idée dans retour d'expérience que l'on va enrichir l'expérience, c'est probablement le mot le plus proche. Personnellement d'ailleurs, j'utilise très facilement le mot retour, mais je rajoute quand même cette idée que tous les retours ne sont pas des feedbacks. Il y a un autre mot qui est assez proche aussi, c'est le mot débriefing. Alors, tu citais le milieu militaire, typiquement. Dans le milieu militaire, on va faire beaucoup de... Et qui reste encore interne. Oui, voilà, exactement. Il est malheureusement anglais, mais il a une certaine beauté aussi. C'est-à-dire qu'en milieu militaire, on va faire des briefings, débriefings. Hein. Et la particularité du débriefing, c'est que normalement, il est consécutif à un briefing. Autrement dit, aujourd'hui, tu ne pourrais pas me débriefer parce que tu ne m'as pas briefé pour cette interview. Par contre, tu pourrais tout à fait me donner du feedback. Alors, je joue sur les mots, je joue sur les concepts, mais tu vois, il y a des petites subtilités. Ouais. Et puis, si on va au Québec, chez nos cousins canadiens, eux utilisent un autre mot. Tu sais qu'ils ne peuvent pas utiliser les mots anglais dans en particulier dans leurs écrits. Ils vont utiliser le mot de rétroaction. Alors, ce mot de rétroaction, il est dans la langue française. Hein. La difficulté, c'est que pas facile de glisser dans une discussion. Bah tiens, Julien, à la fin de la conversation, je vais te faire une rétroaction. Hein, tu vas dire c'est quoi ce truc-là. Et puis si on pinaille un tout petit peu sur les concepts, c'est aussi mon métier. En fait, une rétroaction sur le plan scientifique, ça ramène à un point de consigne. Par exemple, ta chaudière, elle est peut-être fixée à 19 degrés. En fonction de l'évolution de la température dans la journée, elle va s'ajuster, mais elle va revenir à ce point de consigne 19 degrés. Le feedback, sa beauté, c'est qu'il n'a pas de point de consigne et qu'il n'y a pas une norme universelle qui dirait chaque feedback doit ramener à ce point-là. Et donc finalement, dans le feedback, il y a aussi cette liberté, cette créativité. Et je pense que c'est ce qui fait une des caractéristiques de ce concept de feedback. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Est-ce que dans ce que j'entends, ce qui fait la beauté du feedback tel que tu l'entends avec ce mot feedback, c'est l'intention. L'intention de faire grandir l'autre, de l'augmenter dans l'échange. Ouais, c'est l'intention qui différencie. Tu as tout à fait raison, Julien. Tu l'as bien cerné dès le début de l'entretien, bravo. C'est vraiment ça l'idée. C'est que, bien sûr, il y a des techniques, bien sûr, il y a une méthode, mais déjà, dans la relation humaine, si tu as la bonne intention, tu vas marquer des points. Et l'intention du feedback, elle est assez particulière et elle n'est pas si courante que ça dans la vie. C'est une double intention. La première intention, c'est de ne pas juger l'autre. Quand je donne du feedback à quelqu'un, je ne dis pas « j'ai raison et toi tu as tort ». C'est un autre registre. Voilà. C'est pas un tribunal. Donc je ne suis pas en train de te critiquer, je suis juste en train de te dire, avec ma perspective, mon histoire, mes référentiels, mes convictions, voilà ce que je pourrais dire. Ces instants de non-jugement sont très rares dans la vie. Donc la première intention, c'est celle de ne pas juger. Et la deuxième intention du feedback, c'est celle de nourrir l'autre, donc en réalité aussi nourrir la relation. Et quand on cumule ces deux intentions-là, on se rend compte que le feedback, en fait, c'est quelque chose d'assez rare dans la vie. Parce que dans notre vie, on est très souvent jugé. Et j'imagine qu'en négociation, on a en permanence le sentiment d'être jugé
par l'autre, par l'acheteur, et à des moments dans lesquels les autres nous disent des choses pour nous nourrir généreusement, là aussi, c'est pas toujours naturel, parce que j'imagine que là, en négociation aussi, il y a beaucoup de tensions, de manipulations, et pas toujours cette générosité sincère. Voilà, donc c'est ça qui fait une espèce d'intention très particulière dans cette catégorie feedback. Oui, non, complètement, ça fait sens ce que tu dis. L'intention prévaut dans ce que j'entends, et c'est ce qui va différencier le feedback qui est bon du feedback, je pense, sûrement moins bon. C'est quoi parce que si tu veux ne pas juger, c'est pas évident. C'est-à-dire que tu regardes toujours par rapport à un prisme qui est ta perception d'une forme de réalité. C'est quoi les principales erreurs sur les publics que tu accompagnes sur cette notion de feedback? Et qu'est-ce qui fait, parce que quand je t'entends, je trouve ça cool le feedback. Ça a l'air sympa, c'est fun, ça fait grandir tout le monde. Pourquoi, deuxième question, c'est aussi peu utilisé dans le monde de l'entreprise? Si c'est aussi vertueux, comment ça se fait que c'est aussi peu utilisé? Donc, tu vois, je te vois sourire, mais tu vois où je veux en venir. Qu'est-ce qu'on a mal compris dans la notion du feedback qui fait que peut-être, alors je le dis avec mon prisme, même si nous on l'utilise beaucoup dans la négociation, donc je me fais l'avocat du diable, mais c'est un mauvais exemple. C'est que généralement les gens ont l'impression d'être jugés, que c'est un tribunal, que on va faire des feedbacks quand ça a foiré et pas quand ça a réussi. Donc il y a pas une sacralisation du processus, quels que soient les résultats. Mais toi, comment tu vois les choses? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi peu utilisé dans mon entreprise et quelles sont les erreurs que tu retrouves le plus régulièrement sur cette utilisation du feedback? Alors, je vais répondre aux deux questions. Je vais commencer par l'origine du désert de feedback, parce qu'effectivement, tu mets le doigt sur le sujet. On vit dans des océans d'informations, mais dans des déserts de feedback. Ah oui. Alors que ça fait monter en compétence tout le monde, pour le coup. Et tous les métiers qui sont connexes. Alors, l'explication pour moi, et c'est celle que je démontre dans le livre, c'est que en fait, on est le fruit de 300 000 ans d'autorité par soumission. Depuis l'aube de l'humanité, Homo sapiens s'est construit dans des rapports de soumission. Or, quand tu bâtis la relation à l'autre dans un rapport de force, dans une espèce de verticalité, je suis acheteur, donc j'ai plus de pouvoir que toi, client qui dépend, fournisseur, pardon, qui dépend de moi, et bien d'un seul coup, je crée une autorité par soumission. Et cette autorité par soumission, elle est l'antithèse de l'autorité du feedback. Parce que l'autorité par soumission, elle est dans le jugement, elle est dans la peur, elle est dans la coercition, elle est dans la manipulation, qui sont vraiment les antithèses. Alors, qu'on soit clair, on en a besoin aussi dans un certain nombre de situations, on a aussi besoin de cette autorité par soumission, mais cette autorité par soumission n'a pas donné sa place au feedback. Et il faut imaginer en fait que les autorités successives, et je pense aux autorités politiques, religieuses, éducatives, ne voulaient pas que l'on remette en cause leur autorité. Préhistoire, Antiquité, exactement, Antiquité, Moyen-Âge, tu ne remettais pas en cause l'autorité d'un chef, d'un leader, quel qu'il soit, tu risquais d'y laisser ta tête. Et donc, les autorités par soumission s'arrogent le droit exclusif de juger les autres. Et en aucun cas, elles ne vont aller chercher auprès d'autrui une approbation, un retour pour savoir ce qu'elles font est bien ou pourrait être amélioré. Et donc tout ça fait que nos rapports ayant été bâtis sur ça, le feedback a été laissé pour compte dans l'histoire de l'humanité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le feedback est inscrit dans le vivant. C'est pas une notion contemporaine, c'est pas une norme, une mode. Ça a été dans le vivant dès le départ. Il y a des boucles de rétroaction dans nos corps, dans nos vies, dans la nature. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot feedback va être inventé dans les années 1910, seulement dans les années 1910. C'est très récent. Et il va arriver dans le domaine des sciences humaines, parce qu'il naît en réalité dans le domaine de l'ingénierie. Il va arriver dans le domaine des sciences humaines dans les années 1950. Quand on ne nomme pas quelque chose, ça signifie quelque chose. Et le fait de ne pas nommer veut dire que le feedback était là, mais nous n'avions pas ressenti le besoin de le conceptualiser, de le théoriser ou de l'enseigner. Il se trouve que, fort heureusement, depuis justement les années 50-60, la tendance s'inverse.
on invente une nouvelle forme d'autorité, on vit une grande révolution des autorités. Je l'ai baptisé la lutte entre l'autorité par soumission et l'autorité par engagement. Et aujourd'hui, on est au milieu de tout ça. L'arme préférée des autorités par soumission, c'est l'ordre. Vous allez me baisser votre prix. L'arme de l'autorité par engagement, c'est le feedback. C'est construire la relation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autorité par soumission, elle a du sens parce que c'est le meilleur moyen d'obtenir un résultat court terme. Donc, si je veux avoir le meilleur prix tout de suite, oui, je passe dans l'ordre et je fais de la pression dans les négociations, je mets les gens en concurrence, je balance des informations, des bonnes et des mauvaises, machin, etc. Et à court terme, j'aurai clairement le meilleur prix. Mais par contre, c'est le pire moyen pour obtenir une relation à long terme, à moyen long terme. Là où le feedback sera peut-être le plus mauvais moyen pour obtenir une très belle négociation à court terme, ou le meilleur prix à court terme, mais par contre, ça sera clairement le meilleur moyen pour bâtir une relation avec un partenaire et pas seulement un prestataire dans la durée. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. Nous, dans notre travail, il y a 4 leviers pour obtenir ce qu'on veut. Il y a le rapport au pouvoir, à la règle. 3e niveau, la négociation. Et le 4e, c'est le don. Le don qui repose sur le travail de Marcel Mauss, c'est d'une certaine manière qui porte en lui ce don, le feedback, puisqu'il y a 4 étapes dans le travail de Marcel Mauss, c'est de demander, donner, recevoir et rendre. Et en fait, dans ce que tu dis, c'est pas déconnant du tout, hein. C'est que dans cette notion d'infinite game, effectivement, le rapport au pouvoir ou à l'autorité, la règle, fait qu'on peut obtenir, et encore, mais en tout cas sur une temporalité courte, on peut obtenir un peu plus, peut-être, effectivement, mais pas dans la durée. Et qu'est-ce qui va te permettre de l'avoir, c'est ta capacité à travailler cette relation à l'autre, qui est le don, notamment, qui passe par le don, mais qui est pas obligatoire, mais qui te permet d'obtenir en tout cas un peu plus. Et que toi, d'une certaine manière, dans ce que j'entends, mais il y a cette notion de feedback intègre. C'est une sorte de boucle itérative à l'autre. Il y a dans le feedback cette idée de générosité. J'aime beaucoup l'idée de don. Dans le livre, d'ailleurs, j'ai un chapitre dédié à la générosité du feedback. Je fais une sorte de réflexion sur cette thématique d'une valeur qui paraît un peu désuète, un peu contre-productive dans un milieu capitaliste, dans un monde très compétitif. Mais je crois qu'il y a une vraie vertu à la générosité. Donc, j'explique la force et la limite aussi de ça, bien évidemment. Donc, on est dans cette éthique du don et de la générosité. Et je pense que ça renvoie à ce que tu dis. Après, tu posais aussi la question sur quelles sont les erreurs en matière de feedback que l'on rencontre très fréquemment. La première erreur, c'est de croire que le feedback est à la portée de tout le monde et qu'en fait, il est simple. Et c'est vrai que les concepts ne sont pas très compliqués, mais le problème, c'est que comme on n'est pas éduqué comme ça, on va très facilement faire un certain nombre de petites erreurs. Et en réalité, ce que j'ai démontré dans mes travaux, c'est que le feedback, c'est une langue qui repose sur un vocabulaire, qui repose sur des règles, c'est-à-dire une grammaire. Et donc, si tu veux qu'on parle bien feedback entre nous, il va falloir que toi, Julien, et moi, Stéphane, on apprenne cette langue. Ça sera toujours plus évident. Écoute, on rentre dedans. On en partage les codes. Alors, dans cette langue, on va se donner des règles. Par exemple, des règles sur des choses qui sont des erreurs. Je t'en donne quelques-unes et il y en a beaucoup plus. Par exemple, les compliments et les reproches ne sont pas du feedback. Alors pourquoi ? Tu sais, le truc à l'américaine, tu sors d'une négo avec un client et puis tu sors et tu as ton boss américain qui te dit « Mais that was great, you're amazing, awesome negotiation ». Tu vois, et ces trucs, tu te dis, bon, est-ce qu'il se fout un peu de ma gueule? Est-ce qu'il le pense vraiment? On est, nous, Européens, pas très à l'aise avec cette idée-là. Et en fait, les compliments et les reproches, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais les compliments et les reproches ne sont pas du feedback. Pourquoi? Eh bien, parce que les compliments et les reproches, ce sont certes des retours, mais ce ne sont pas des retours qui me font grandir. Si à la fin de cette interview, je te dis, putain, Julien, bravo, super interview, vraiment, tu es amazing, Julien. Tu seras au mieux content. Au pire, tu auras l'impression que je te sors une ficelle un peu grosse pour un mec censé être un expert du feedback, et tu auras raison. Mais en aucun cas, je t'aurais fait grandir. C'est-à-dire que ce commentaire-là ne va pas améliorer la qualité de ta prochaine interview. Si on prend le temps de partager du feedback, ce que tu me diras et ce que je pourrais te dire aura un potentiel d'améliorer ta prochaine interview. Et c'est ça la force du feedback.
Alors, il y en a plein d'autres, hein. Par exemple, la technique du feedback sandwich que beaucoup de gens ont apprise dans des cours de management ou de communication, tu sais, histoire de faire passer un message un peu épicé, pas tout à fait bon, tu vas l'enrober avec du positif. Et donc, tu commences par un petit compliment et tu termines par un petit encouragement positif. Et au milieu, tu as mis un truc bien dégueulasse, pas très digeste. Oh, c'est mignon. Ouais, voilà. Et donc, en réalité, bien évidemment, ça marche pas. Parce que les gens, la formule, c'est quoi? C'est « Cher monsieur, j'ai lu avec attention votre proposition. Elle est très intéressante à plein des égards, mais changez ceci, 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 cela. » Sous-entendu, le « mais » qui est au milieu tue toute la proposition qui le précède. Et tu comprends bien qu'en fait, c'est une espèce de manipulation à deux balles. Donc, les gens sont pas bêtes. Ils s'en rendent compte. Ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Or, quand on regarde ce qui se passe dans les organisations, cette technique du feedback sandwich, c'est la première erreur en matière de feedback dans les entreprises. Non, je l'ai jamais vu comme ça, parce que j'étais pas familier au concept. C'est vrai que j'avais déjà entendu ça. Et nous, tu vois, par exemple, le mais, on va essayer de le traiter pour nous, hein, individuellement et égoïstement, avec un et en même temps. Tu vois, parce que le mais, il fait tellement, il te nie tout ce que t'as dit dans un premier temps que ça fait peu sens. Alors que le et en même temps peut te permettre de faire passer un message assez similaire, hein, parce que ton intention, c'est surtout de faire adhérer à ta deuxième partie de message sans nier l'individu pour ce qu'il t'a partagé. C'est exactement ça. Et une application très concrète de ce que tu viens de dire, Julien, c'est entre un feedback positif et un feedback correctif, on ne donne pas un mais, justement. Hein, on ne dit pas il y a tel feedback positif, mais il y a tel feedback correctif. On dit il y a tel feedback positif et il y a tel feedback correctif. Et tu ajoutes les idées plutôt que les opposer. Hein, donc la pensée feedback, pardon. Donc la pensée feedback, c'est une pensée qui conjugue les arguments plutôt qu'opposer les arguments. Ça paraît un truc tout bête quand je le dis comme ça, mais si tu le pratiques, toi, dans ton métier, tu sais qu'en réalité, cette idée d'ajouter les idées plutôt que les opposer, c'est d'une force absolument phénoménale. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça nous amènera peut-être à parler de communication non violente. Comment tu parles de ton ressenti? Est-ce que il n'y a pas de compliment, il n'y a pas de reproche? Maintenant, s'il y a quelque chose qui, moi, me gêne dans notre intervention, dans notre collaboration, on travaille ensemble depuis longtemps, Stéphane, je suis pas satisfait, donc je souhaite te donner du feedback. Alors, égoïstement, moi aussi, pour améliorer les choses de mon côté, hein, je pense. Comment est-ce que je te fais passer cette idée sans t'incriminer, peut-être en tant qu'individu, et pour que ça soit le plus constructif possible? Est-ce qu'il y a des méthodes là-dessus? Tu parles de communication non violente, et effectivement, il y a un certain nombre de similitudes entre ce que j'enseigne sur le feedback et la communication non violente. La plus grande similitude, c'est que la communication non violente formalise en fait une méthode de dialogue pour réussir à se faire passer un certain nombre de messages, et le feedback va faire la même chose. La grande différence entre la CNV et le feedback, c'est que le feedback ne s'implique pas uniquement quand j'ai des messages difficiles à faire passer. Je peux être très heureux avec toi, c'est pas de la communication non violente que je vais utiliser, ça va être du feedback. Après, dans le feedback... Ok, mais le très heureux avec moi, donc tu me dis pourtant le feedback, c'est ni un compliment, ni un reproche. Alors, je vais expliquer ça. Le feedback, il est factuel et subjectif. Factuel parce que justement, je veux dépasser le simple compliment. Si j'ai particulièrement apprécié cette interview, il faudra que tu me dises, Julien, ce que tu as fait concrètement pour que j'apprécie cette interview. Donc, je vais te dire des choses sur ton comportement, si je suis en feedback positif, qui vont dire, tu vois, Julien, quand tu as fait ceci ou quand tu as fait cela, pour moi, ça a eu un impact positif. Et ce faisant, je vais jouer sur l'idée de la prise de conscience que ce comportement qui pour toi est peut-être naturel, quelque chose que tu fais sans même y réfléchir, d'un seul coup, il a une valeur. Et cette verbalisation, elle a une vraie puissance en matière d'apprentissage parce que cette verbalisation va te permettre de systématiser, de reproduire le bon comportement. Alors que si je ne te le verbalise pas, peut-être que dans cette interview, tu vas faire cette chose-là, mais dans l'interview suivante, tu vas l'oublier parce que tu ne savais pas que ce geste-là était un bon geste pour la personne interviewée. D'accord, donc c'est faire conscientiser ce qui peut être inconscient chez l'autre pour que ça devienne quelque chose qui soit capable d'utiliser, enfin qu'on puisse rendre scalable, qu'on puisse utiliser avec régularité. Bien évidemment, ça c'est le feedback positif. Sur le feedback correctif,
L'idée, c'est pas de pointer du doigt ce que tu as mal fait, c'est plutôt d'évoquer ce que tu pourrais faire différemment dans ta prochaine intervention pour gagner encore en matière d'impact, si jamais c'est l'impact que tu veux travailler. Mais si tu voulais travailler d'autres choses, tu pourrais me dire, tiens Stéphane, moi je veux travailler telle ou telle compétence d'animateur de podcast, quel serait ton feedback? Et je te dirais, voilà ce que je trouve que tu fais bien, et voilà ce que je pourrais te conseiller d'améliorer. Le feedback est factuel, donc il va te cibler des comportements précis, mais il va rester subjectif. Quand tu parles d'émotion, je vais te dire ce que j'ai ressenti positivement, je vais te dire aussi comment je pourrais imaginer que tu fasses des choses différemment dans le futur. Ça n'a pas une valeur de vérité universelle. Je ne suis pas le maître du podcast, le roi des coachs, des intervieweurs, pas du tout. Je te dis juste dans ma sensibilité, dans mon expérience, dans mon système de valeurs, voilà ce que moi je pourrais te suggérer. Si ça t'indique des choses utiles, j'en suis ravi. Et puis si jamais ça ne t'indique pas des choses utiles, sache que l'intention était là et je respecte totalement ta liberté. Oui, c'est ça. On reste encore sur cette notion d'intention, de don, et puis après, je suis capable de le prendre ou de pas le prendre, ça fait sens ou ça fait pas sens, mais ça, d'une certaine manière, Exactement. Ça t'appartient plus, ça m'appartient. Et ça vient parler de moi et pas de toi. Quand on dit, tu as sans doute entendu parler de cette fameuse expression, le feedback est un cadeau, le feedback is a gift, tout le monde dit ça. On sait d'ailleurs même pas qui a dit ça là pour la première fois, tellement c'est dit. Si tu vas sur Google et tu mets feedback is a gift, tu vas tomber sur des millions de pages, mais personne ne dit ce qui va suivre, et qui est pourtant, me semble-t-il, essentiel. Si le feedback est un cadeau, il faut s'interroger sur ce qu'est un cadeau. Or, un cadeau, c'est par essence un acte libre d'une personne libre à une autre personne libre. Et donc, si le feedback est un cadeau, il devient un acte libre d'une personne libre de le donner à une personne libre de le recevoir. Je suis libre de te donner un feedback, tu es libre de m'en donner un, tu es libre d'avoir cette générosité, et réciproquement, nous avons l'un et l'autre la liberté de le prendre ou pas. Et cette liberté, elle est fondamentale parce que d'un seul coup, tu sens que je ne suis plus du tout dans le jugement. Je ne suis pas qui serais-je pour t'imposer un point de vue. Et puis tu te dirais, t'as ce mec-là, franchement, qui retourne dans ses bouquins, dans ses conférences, il est insupportable. Non, la liberté est au cœur du sujet. Et c'est cette liberté qui va rendre une sorte de beauté dans le geste du feedback. J'aime beaucoup, et puis il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec la négo, en tout cas nous sur notre perception de la négociation, puisque pour nous c'est un mode de décision, donc c'est le fait de vouloir trouver un accord avec quelqu'un qui peut nous dire non. C'est que l'autre doit avoir cette capacité, cette liberté à pouvoir nous dire non, sinon c'est plus de la négociation, sinon c'est la loi ou c'est le pouvoir, mais on a de part et d'autre cette liberté, cette capacité à dire non, c'est ça qui fait l'essence même de la négociation. Et beaucoup l'oublient. Écoute, c'est passionnant. Moi, j'ai découvert un peu plus cette notion de feedback avec des copains qui sont des anciens des forces spéciales, des commandos marines, qui sont à Lorient, et dans une de leurs salles de réunion, ils ont un adage. Alors c'est en anglais, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Et ils font tout leur feedback à partir de cet adage: nameless, rankless. Pas de nom, pas de grade. Donc c'est quelque chose qui leur vient directement des commandos marines. C'est Pegasus Leadership, je les cite parce que c'est des gens assez incroyables et j'invite tout le monde à regarder un peu leur travail. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, moi je trouve que quand on aborde cette notion de feedback sans grade et sans nom, donc tu vois, il y a pas cette volonté de nuire, hein, il y a pas cette c'est que factuel. Qu'est-ce que tu penses de ces deux mantras? Je ne connaissais pas, merci pour le cadeau. Magnifique. C'est l'esprit du feedback. L'esprit du feedback, c'est que il n'appartient à personne, il revient de droit à tout le monde. Tout le monde est autorisé à donner du feedback à tout le monde. Donc, ça, c'est le rankless. Bien évidemment, un chef, un lieutenant, etc., ou un manager dans une entreprise, ou un enseignant dans une classe, etc., a le droit, sans doute même le devoir de donner du feedback à ses collaborateurs, ses collaboratrices, ses équipes, ses élèves. Mais inversement, les collaborateurs, les collaboratrices, les équipes, les élèves doivent avoir le droit de donner du feedback à leur hiérarchie. Il n'y a rien qui dit dans le manuel qu'une hiérarchie connaît absolument tout sur tout. Il est donc absolument indispensable, c'était presque à dire vital, que la parole soit fluide et que aussi, de hiérarchie à hiérarchie ou de collaborateur, collaboratrice à collaborateur, collaboratrice,
chacun puisse aussi partager du feedback. Si je prends les forces de vente, par exemple, très souvent, on est face à des métiers assez solitaires. Alors bien évidemment, sauf qu'on est sur des postes de compte clés, de grandes négo, où là, l'esprit collectif. Mais si je pense à un attaché commercial qui est dans sa voiture et qui sillonne la France, il est souvent assez seul. Et très souvent, il va voir les remarques d'autres attachés commerciaux comme quelque chose qui est de l'ordre du jugement. Or, dans le fond, il peut apprendre de n'importe qui, y compris du dernier rattaché commercial qui vient d'être recruté, qui a peut-être 22 ans, qui sort de ses études, mais peut-être qu'il y a quelque chose à lui offrir. Et tout ça pour dire que dans le rankless, nameless, il y a cette idée de, il n'y a pas d'ego, on est au service d'une mission, on est au service d'un projet, on est au service de l'équipe, on est au service de la sécurité de ses camarades. Et bien dans le feedback, il y a aussi cette idée que finalement, l'ego, c'est son pire ennemi. Alors l'ego, je te le définis dans mes travaux, c'est l'effort que je ne fais pas pour l'autre. L'ego, c'est l'effort que je ne fais pas pour l'autre. C'est cette idée de j'ai un grade, t'es gentil mon gars, mais t'es qui pour me donner du feedback, quoi? D'accord? Fais ce que j'ai fait, puis tu pourras un jour me donner du feedback. Autrement dit, tu pourras m'en donner jamais. C'est ça l'autorité par soumission. L'autorité par engagement va dire, mais non, n'importe qui peut m'apprendre n'importe quoi. Et en réalité, tu n'es pas un expert du feedback tel que tu le décris, je ne suis pas un expert de la négociation tel que je me décris, mais probablement que si on prend le temps de partager du feedback, tu peux me dire des choses qui me font grandir, et j'espère pouvoir aussi en retour t'en offrir qui te font grandir. Ah, très clairement. C'est intéressant ta perception de l'ego, je l'avais jamais vu de cette manière, parce que Dieu sait que dans la négociation, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on aborde, mais je note. Je note. Pour nous, l'ego n'est jamais un problème, en fait, bizarrement. Tu vois, c'est parce que l'ego est ce qui nous définit en tant qu'individu. Le problème n'est pas dans l'ego, il est dans l'application de l'ego qui devient de l'orgueil. Tu vois, et c'est ça qui fait que ton manager, il peut se dire mais c'est juste une question d'orgueil. En fait, c'est ta peur qui te pousse à avoir un comportement. Bien évidemment, on a besoin d'ego à plein d'égards. Et en particulier, si tu veux être un manager, un leader, un commandant, tu as besoin d'une certaine forme d'ego. Il faut éviter que l'ego déraille. Mais dans le feedback, j'ai envie de dire, il n'y a vraiment pas d'ego à avoir du tout. Oui, c'est ça. Le feedback, c'est une vraie école de l'humilité qui consiste à se dire que, tiens, moi, je ne connais rien au commando marine à Lorient. Mais si je vais passer peut-être une heure, une demi-journée ou une journée avec eux, j'ai peut-être quelque chose à leur apprendre. Or, bien évidemment, je n'ai pas fait le 10e, du 1000e, du 1000000e de ce que eux ont entrepris dans leur vie. Voilà. Et la beauté, c'est ça, c'est de se dire que c'est aussi d'accepter qu'en sortant des cadres, des référentiels communs qu'on a, on peut trouver d'autres solutions. Alors bien sûr, on peut toujours objecter à ça le fait que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience pourra probablement nous en apprendre plus que quelqu'un qui débute. Mais l'humilité du feedback, c'est de reconnaître qu'en réalité, je peux aussi aller chercher de très très belles idées auprès de gens qui sont très loin de mon métier. Ah oui, c'est souvent le cas. Est-ce que tu as une sorte de fil rouge, tu vois, dans le feedback qui te permet de trouver l'équilibre quand tu sens que tu dérapes vers le côté obscur de la force. Est-ce que tu as des warnings, voilà, c'est plus ça, des warnings, des triggers qui te permettent de dire là le feedback il commence bien, mon intention est louable, mais tu vois, tu peux être sur une réunion avec des collaborateurs, c'est plus compliqué, et là d'un coup ça part du mauvais côté. Comment est-ce que tu recadres alors que tout le monde était plutôt aligné au départ? Je vais sans doute dire quelque chose qui est en lien avec la négociation. Je te dirais quand même que la clé de ta question est dans la préparation. La préparation en mode feedback, elle consiste à se poser une seule et pourtant cruciale question, c'est est-ce que je suis prêt à accepter que l'autre soit libre ou pas de prendre mon feedback? Quand je suis en mode feedback, je dois répondre en mon âme et conscience, oui, je n'ai aucun problème à ce que l'autre soit totalement libre. Et à ce moment-là, je vais aller dans le feedback et je ne vais pas déraper. Par contre, si je dis, je veux bien qu'il soit libre, mais quand même, j'aimerais bien qu'il fasse ce que je lui demande. Alors, à ce moment-là, on n'est plus dans le registre du feedback du tout. On est dans le registre de l'ordre. Tu parlais de l'armée, typiquement. Je pense que les organisations, les managers commerciaux, par exemple,
ont aussi beaucoup de choses à apprendre de l'armée en matière d'ordre. Qu'est-ce que c'est qu'un bon ordre? Qu'est-ce que contient un ordre? Et comment on fait pour qu'un ordre soit suivi d'effet? Une des idées, par exemple, qui paraît très simple dans le milieu de l'armée et qui n'est pourtant pas si naturelle en milieu d'entreprise, c'est un ordre sans sanction n'est pas un ordre. Si tu me donnes un ordre, mais qu'il ne se passe rien derrière, si je le fais ou je ne le fais pas, c'est pas un ordre. Un ordre contient toujours une sanction. Or, aujourd'hui, dans les entreprises, dans cette espèce d'amalgame entre exigence et bienveillance, de temps en temps, on donne des ordres, mais il n'y a pas de sanction derrière. Donc, il faut apprendre aussi à donner des ordres. Ce que je suis en train de te dire, c'est que par rapport à ta question, en réalité, c'est dans la préparation qu'il faut se poser la question de se dire, est-ce que je donne un feedback libre ou est-ce que je ne suis pas dans le domaine de la liberté? Et dans lequel cas, ce n'est pas du feedback qu'il faut utiliser, ça n'est pas le bon outil, il faut aller sur l'ordre. Et en amont de tout ça, il faut clarifier la relation avec l'autre. Et si on dit dans notre rapport, par exemple, je ne sais pas, mais y compris dans une interview, tu aurais pu me dire à un moment donné, si tu dérapes, si tu es trop bavard, peut-être comme pour le moment, je vais te donner un ordre, tu te remets dans les clous. Si tu me donnes un ordre de temps en temps, je suis un grand garçon, je ne vais pas m'effondrer, je comprends que tu as une intention positive derrière, et je vais faire mon truc. Si maintenant tu n'es que en ordre, je vais dire, bon, t'es gentil Julien, mais enfin, j'ai un peu passé l'âge. Si tu n'es que en feedback, tu prends un autre risque. C'est que le feedback me rentre par une oreille, me sort par l'autre, et il ne se passe rien. Il n'y a aucun changement de ma part. Donc il faut qu'on clarifie tout ça. Et pour moi, si tu veux, dans une relation managériale ou dans une relation commerciale, c'est en amont que tu vas définir les règles de feedback ou d'ordre que tu peux avoir entre d'un côté un client et de l'autre côté un partenaire, un prestataire. Ouais, donc tu négocies ton processus comme en négo, quoi. Avant de commencer, il y a beaucoup de similitudes, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que tu as une méthode de feedback, une structure du feedback sur laquelle tu te raccroches dans ton travail en off avant qu'on commence l'enregistrement? Je disais que nous, de manière très très simple, la manière dont on le faisait dans nos négociations, c'était la méthode KISS avec Keep, Improve, Start et Stop. C'est-à-dire on fait des retours d'expérience, donc c'est des analyses post-mortem pour nous, où en fait, une fois que a eu lieu la négociation, alors on essaye de le faire tant dans un processus de négociation qui ont été des succès que des échecs, hein, dans une volonté de monter en compétence avec l'ensemble des équipes. Qu'est-ce qu'on garde parce que ça a bien fonctionné? Qu'est-ce qu'on doit améliorer parce que si ça a fonctionné, c'était de la chance ou parce qu'on n'était pas au niveau des attendus et que potentiellement on fait prendre un risque sur les futures négociations si on refait la même chose? Qu'est-ce qu'on doit commencer parce qu'on n'a pas osé le faire, on n'a pas su le faire, on n'avait pas les compétences, pas la logistique, et c'est dommage. On sait pas ce qu'on sait pas, mais on a conscience qu'on est passé à côté de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on doit arrêter parce que pour nous, c'est pas aligné avec l'objectif. Ça permet pas d'atteindre l'objectif. C'est-à-dire que soit ça sert à rien, soit c'est un risque, soit ça aurait pu foutre la relation en l'air, soit ça n'apporte rien, pas d'eau au moulin, donc next. Est-ce que toi, tu as quelque chose qui ressemble à ça ou qui est... Enfin, comment est-ce que tu travailles cette truc? Déjà, ce fameux KISS, il est très utile. Je l'utilise, moi en particulier, quand je suis dans le domaine du feedback correctif, parce qu'il va me permettre de générer des idées pour te dire, tiens, si tu dois t'améliorer dans ta prochaine interview, dans ta prochaine négociation, voilà ce que tu peux... Alors, moi, je l'ai un peu différent, mais c'est la même chose. Qu'est-ce que tu peux commencer à faire, arrêter de faire plus, faire différemment? Commencer, arrêter, faire plus, faire différemment. C'est cool, ça. Là, pareil, hein, c'est une matrice américaine qui est très, très semblable au KISS. Start doing, stop doing, do more, do differently. Alors, c'est vraiment le même esprit. Et je vais utiliser ça, moi, pour générer des idées sur mon correctif. Tu peux améliorer ton interview si tu peut-être commences à faire ça que tu n'as pas fait aujourd'hui. Si tu arrêtes de faire ça, si tu fais peut-être un peu plus ça, ou si ça, tu le fais un peu différemment. C'est juste une manière de brainstormer. Après, moi, j'utilise un autre outil pour factualiser mon feedback. Il y en existe plein. Alors, je suis tombé dans la marmite de celui-là quand j'étais assez jeune. D'accord. Et puis, il a un certain nombre de qualités. Ça s'appelle le STAR. Alors, pour comprendre le STAR, on peut imaginer en face de soi 3 boîtes. Une première boîte qui s'appelle ST de situation. Une deuxième boîte qui s'appelle A de action. Et une troisième boîte qui s'appelle R de résultat. Situation, action, résultat.
Ça porte plein d'autres noms, mais voilà. Situation, action, résultat. Et je vais formaliser mon feedback de cette manière-là, en disant, dans telle situation, tu as fait telle et telle chose et tu as obtenu tel bon résultat. Sous-entendu, à chaque fois que tu seras dans ce genre de situation, refais la même chose, ça marche. Et en mode correctif, ça va être, si tu te retrouves dans cette situation dans le futur, fais peut-être ça et ça différemment. Et là, tu peux utiliser le KISS. Et si tu fais ça et ça différemment, tu auras peut-être encore un meilleur résultat. L'avantage du STAR, c'est qu'il est facile à mémoriser. Situation, action, résultat, c'est très factuel. C'est une méthode qu'on peut utiliser dans plein de domaines. Par exemple, tu veux coacher des gens, tu veux résoudre des problèmes. Probablement même qu'en négociation, il y a un moment donné, tu veux revenir à du factuel. Tu vas dire, non mais attendez, là vous êtes en train de me dire ça, mais c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans telle situation, on a fait ça, vous avez fait ça, moi j'ai répondu ça, et le résultat, c'est qu'on en est là aujourd'hui. Tu vois, tu peux l'utiliser de plein de manières. Et puis après, pour le cognitiviste que je suis, situation, action, résultat, en fait, c'est un petit algorithme. Alors, il n'est pas très sophistiqué, mais c'est un algorithme du type si et alors. Si cette situation et cette action, alors ce résultat. Autrement dit, quand je cherche à donner du feedback à quelqu'un, je ne cherche pas juste à parler comme ça en l'air. Je cherche à mettre dans son cerveau une petite ligne de code assez simple, si et alors. Et c'est ça, donner du feedback. C'est fort. C'est fort. C'est vraiment intéressant. Non, c'est top. Est-ce que ce feedback, on peut le nourrir à plusieurs? Si on le nourrit à plusieurs, est-ce qu'il faut qu'il y ait un leader sur une réunion de feedback? Comment ça se positionne? Parce que là, quand je parle, enfin, sauf certaines négos, on va faire du feedback en one-to-one, mais est-ce que derrière, sur une réunion de travail où on va être une dizaine, il y a besoin d'avoir un maître du temps ou un gardien de cette réunion? Comment est-ce que ça s'organise? Il y a un principe américain qui en réalité qui a été édicté par Léonard de Vinci, qui dit praise in public, criticize in private. Félicite en public, critique en privé. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis contre ce principe. Je suis contre ce principe parce que je pense qu'il ne faut pas féliciter en public. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'on soit aujourd'hui dans une réunion où il y a 10 personnes et qu'au cours de cette réunion, moi qui suis chef à plume, je dise devant tous les autres, félicitations Julien, tu as obtenu des résultats absolument magnifiques, tu es bien au-delà de tes collègues, félicitations pour tout ce travail que tu as fait, j'ai vu que tu avais bossé beaucoup, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, toi, vraisemblablement, tu vas te sentir un peu mis en valeur, mais ce faisant, j'aurais démoralisé 9 personnes dans la salle. Il y a donc une règle en matière de feedback qui est qu'à chaque fois qu'un feedback vise une personne, il doit être donné en face à face, et que lorsqu'on est dans une situation collective, le feedback doit être collectif, c'est-à-dire en réalité qu'il doit apprendre quelque chose à l'ensemble du collectif. Donc chacun doit dans l'équipe prendre une part de ce feedback que je fais pour se dire, tiens, le chef dit ça, et là-dedans, il y en a un bout pour moi. Et c'est à cette condition-là que tu vas créer de l'engagement et pas du désengagement. Très clair. Mais sur cette notion de feedback, vu que tout le monde peut prendre la parole, comment est-ce que tu fais pour le cadrer ton feedback? Parce que c'est un temps qu'on se donne où on se dit, bon, écoutez, c'est parti pour une demi-heure de feedback. Parce que c'est quelque chose, je pense qu'il faut ritualiser pour qu'il y ait une forme de discipline et pas de motive. Enfin, tu vois, si on le fait parce qu'on est motivé, parce qu'on a une bonne affaire, le jour où on n'a pas une bonne affaire ou le jour où Pierre-Paul et Jacques est pressé, on le fait pas, ça passe à l'as. La motivation, c'est trop dangereux. Il faut une forme de discipline, de ritualisation. Comment est-ce qu'on ritualise ça et comment il existe effectivement des rituels. Moi, je parle de routine feedback. On en a pour le moment identifié à peu près une centaine qui s'adressent en réalité à des niveaux de maturité d'équipe. Parce que si tu as une équipe très mature, tu parlais par exemple des commandos marines à Lorient, je suis à peu près certain que dans certains de ces commandos, tu peux faire du feedback individuel en situation collective et c'est apprenant pour tout le monde. Et personne ne va avoir le sentiment que c'est toujours Bernard qui a les compliments. Mais ça, c'est réservé à des équipes qui ont un vrai niveau de maturité, une vraie culture feedback.
Pour d'autres équipes qui ne sont pas du tout là, il existe des routines beaucoup plus simples. Et typiquement, la routine commerciale la plus basique qui soit et pourtant très efficace, c'est à chaque fois qu'on fait un rendez-vous commercial à 2, quand on sort de chez le client, avant de rentrer dans une bagnole, etc., on se pose réciproquement 2 questions. 2 questions très simples, mais toujours les mêmes. Petit 1, dans cette négociation, qu'est-ce que j'ai bien fait? Petit 2, dans cette négociation, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Autrement dit, dis-moi un truc que j'ai bien fait et dis-moi un truc que je pourrais améliorer. Un feedback positif, un feedback correctif, mais exactement. Et on limite à 1. La clé, c'est de limiter à 1. Et c'est de jouer sur la répétition du geste. Parce que si tu me donnes 50 feedbacks, je serais incapable de tout digérer en une seule fois. Par contre, si à chaque négociation qu'on fait ensemble, tu vas me dire un truc que j'ai bien fait, un truc que je peux améliorer, et je vais te dire la même chose en retour, eh bien, quand on aura fait 10, 15, 20, 50 négociations tous les deux, on sera imbattable face à un client. Top. C'est passionnant. En tout cas, j'ai l'impression qu'on ouvre une porte sur un truc qui est quand même assez exponentiel en termes de capacité et de façon de faire. Pour les gens qui veulent creuser, Stéphane, ton ouvrage, il est dispo chez Amazon. Ouais, il est partout. On a fait un site web aussi pour faire sa promotion. Il suffit de taper www.artdufeedback.com, www.artdufeedback.com, tout attaché. Ouais. On donne des éléments, il y a les bonnes feuilles du livre, on explique pourquoi j'écris le livre, il y a des éléments sur ma bio, il y a un certain nombre d'éléments, il y a tout un tas de gens qui témoignent, et puis il y a des liens pour aller acheter. Il est effectivement disponible normalement partout, en version papier, en version électronique. Top. Et les gens qui veulent te retrouver, t'es notamment je suis assez actif sur LinkedIn, donc, et que les gens n'hésitent pas, voilà, si cette interview pose des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, surtout voilà, vous me contactez sur LinkedIn. Je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Alors peut-être pas dans l'heure qui suit parce que j'ai une activité un peu chargée, mais je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Ce qui a été le cas, on a été assez réactif et je te remercie d'ailleurs pour ça, parce qu'on a échangé très rapidement pour enregistrer ce podcast. Je finis toujours le podcast avec la même question, Stéphane, alors je vais te la poser. Si le Stéphane d'aujourd'hui devait rencontrer le Stéphane d'il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais? Je lui dirais, intéresse-toi au feedback beaucoup plus tôt dans ta vie. Tu éviteras comme ça plein d'erreurs professionnelles, managériales et même familiales. Super. Ouais, donc c'est comme la négociation. C'est tant sur une dimension professionnelle que personnelle que ça fait sens. J'ai fait un certain nombre d'erreurs. Ok, c'est passionnant, Stéphane. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup pour la gentillesse, la générosité de ton partage. C'est vraiment intéressant de mettre des mots sur quelque chose qu'on utilise que trop peu. Et puis si vous voulez en savoir plus, il y en a beaucoup dans le livre Feedback, le pouvoir des conversations. Top. Ouais, on va mettre les liens et les gens pourront te contacter en direct. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez ce que l'on fait, abonnez-vous sur le podcast que vous suivez, Deezer, Amazon, enfin il n'y a pas sur Amazon, Deezer, Spotify, tout ce qui va. Toutes les 2 semaines pour parler le premier podcast de la négociation, on reçoit des experts sur des sujets liés à la négociation ou connexes. Merci à tous pour votre confiance et dans 2 semaines pour un nouvel épisode pour parler. Merci.